Puis en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce thème, en fait, c'était un peu l'histoire de ma vie, donc j'espère que ça ne va pas trop ressembler à une psychanalyse. Mais il y aura un peu de ça quand même, quoi. En fait, voilà, moi je m'appelle Thomas Jiménez avec un J, la Jota, et mon grand-père, donc, comme son nom l'indique, et ma grand-mère aussi, les deux paternels, donc, étaient d'origine espagnole. Et en fait, moi, très vite, cette notion d'intime et de politique, elle est venue à moi, notamment grâce à une tradition familiale qu'on avait à chaque fois dans les repas de cette famille Jiménez. Donc, dès qu'on finissait le repas, il y avait la tradition de chanter des chants de la guerre d'Espagne, des chants de lutte. Alors moi, à cette époque-là, je suis tout petit, je suis gamin, j'ai 3-4 ans, je ne comprends pas forcément ce que je chante, mais je sens que au niveau de la famille, c'est un moment très important. Il y a les voix d'hommes, de femmes, des vieux, des jeunes qui se mélangent, et vraiment, je sens que c'est quelque chose qui est constitutif de mon identité, quoi. Donc je vais commencer par vous chanter cette chanson. C'est une chanson en fait qui fait référence, et ça je vais l'apprendre beaucoup plus tard, qui fait référence à un événement éminemment politique. C'est une chanson de mineurs qui vient des Asturies et qui fait directement écho à la période qu'on a appelée la commune des Asturies. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense que tout le monde a déjà une idée de ce que c'est que cette histoire. Donc une chanson qui a plusieurs titres, elle s'appelle En el Pozo María Luisa, mais mon grand-père lui l'appelait tout simplement Santa Barbara, parce que Sainte Barbe c'est la patronne des mineurs. Donc n'hésitez pas à chanter avec moi si vous la connaissez. Santa Barbara bendita, Santa Barbara bendita, patrona de los mineros, mira, mira Maruchilla, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira Maruchilla, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, traigo la camisa roja, de sangre de un compañero, mira, mira Maruchilla, mira, mira cómo vengo yo. De sangre de un compañero, mira, mira Maruchilla, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la cabeza rota, traigo la cabeza rota, que me la rompió un barreno, mira, mira Maruchilla, mira, mira cómo vengo yo. Que me la rompió un barreno, mira, mira Maruchilla, mira, mira cómo vengo yo. Me cago en los capataces, me cago en los capataces, accionistas y esquiroles, mira, mira Maruchilla, mira, mira cómo vengo yo. Accionistas y esquiroles, mira, mira Maruchilla, mira, mira cómo vengo yo. Intime quoi, dans ma famille, encore une fois, qui me marque au fer rouge, c'est le cas de le dire, je pense, qui me permet pas forcément concrètement de comprendre en fait de quoi il est question politiquement, mais qui va comme ça rester dans un coin de ma mémoire et
poursuivre, en fait, m'accompagner jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que c'est une chanson que j'ai dû chanter un bon millier de fois, mais que je prends toujours autant de plaisir à chanter, parce qu'il y a tous ces souvenirs qui refont surface. Et moi, donc, je grandis donc, dans cette famille qui est un peu particulière. D'un côté, il y a la famille Jiménez, donc mon grand-père qui, lui, était parti d'un petit bled qui s'appelait La Campagne, entre Séville et Cordoue, et ma grand-mère qui, elle, venait de Grenade. Et de l'autre côté, la famille de ma mère qui, elle, est une famille ariégeoise, catholique, réac. Il y a vraiment quelque chose de... Voilà, c'est pas tout à fait la même ambiance dans les deux familles. C'est quelque chose que je remarque déjà petit, mais sans vraiment tout à fait comprendre, quoi. Moi, toute ma famille, maternelle, paternelle, est installée du côté de Castres. Mais mes parents, assez rapidement, quand je suis tout petit, en fait, ils décident de déménager dans le Comminges. Je ne sais pas si vous voyez un peu le Comminges, vers Saint-Gaudin, tout ça, Aspect. Et je tombe, en fait, je grandis dans un tout petit village qui s'appelle Souèche. Ça m'étonnerait aussi, il y en a qui connaissent. Voilà, en gros, Souèche, c'est à peu près 500 habitants et 600 vaches. Et donc voilà, dans ce petit village, il y a effectivement très peu de réfugiés espagnols. On est la seule famille parmi tous ceux qui sont à l'école qui ont un nom à consonance espagnole. Bon, il y a bien des Italiens, des gens qui viennent du Maghreb, etc. Mais espagnols, on est les seuls. Et moi, quand je suis donc dans ce village de Souèche, très tôt, il y a ma mère, qui est militante communiste, qui nous prend, ma soeur et moi, pour aller se balader dans le village, et on ne comprend pas très bien ce qu'on fait. On glisse des petits papiers dans des enveloppes, on colle des affiches. En fait, on faisait, voilà, elle nous entraînait avec elle à faire un peu de propagande, quoi, dans les boîtes aux lettres de Souèche. Et il y a des petits trucs comme ça qu'on ne comprenait pas bien, parce qu'on nous disait, mais à tel endroit, c'est pas la peine de mettre un tract, lui, c'est un patron. Lui, non, laisse tomber, c'est un patron. Alors, autant patron, je voyais à peu près ce que c'était, autant bourgeois, je ne comprenais pas trop bien. Dans mon esprit, à cet âge-là, 6-7 ans, bourgeois, je pensais que tout simplement, c'était un habitant d'un pays qui s'appelait Bourges. Et à la maison, il y a mon père qui, lui, ne parle pas politique, ne milite pas forcément au PC, même s'il est sympathisant, on va dire, mais qui a une habitude, c'est celle de chanter. Et il chante beaucoup de chansons, notamment de Georges Brassens, il est très fan de Georges Brassens. Et moi, j'adore chanter avec lui, et j'adore chanter du Brassens avec lui, parce que normalement, à la maison, on n'a pas le droit de dire des gros mots. Mais quand on chante du Brassens, tout est permis, donc assez vite, je comprends que grâce à la chanson, on peut tout dire, on peut tout. Il y a une autre chanson que j'aime beaucoup à l'époque, c'est pas une chanson de Brassens, c'est une chanson de Brel, et justement, je retrouve un mot que j'avais déjà entendu, c'est ce fameux mot de bourgeois. Mais on ne me l'explique pas, je ne comprends toujours pas, mais j'adore chanter cette chanson, elle me fait beaucoup rire. Et un jour, ma mère, qui assiste à une réunion du Parti communiste, dit à mon père, ben, viens, après la réunion, on fait un repas, tu pourras chanter quelques chansons. Et mon père me prend avec lui, il me fait monter sur scène et me dit, ben, on va chanter ensemble, tu vas m'accompagner. Et quand je lui demande, ben, qu'est-ce qu'on va chanter comme chanson, il me dit, bon, on va chanter les bourgeois dedans. Et moi, dans ma tête, il y a une espèce de mélange, je comprends toujours bien ce que c'est les bourgeois, donc je m'adresse à la cantonade, à tous les gens, tous les camarades du PC qui sont dans la salle, en disant, moi, j'espère qu'il n'y a pas de bourgeois. Et là, tout le monde est mort de rire. Je me retourne vers mon père pour qu'il m'explique un peu ce qui se passe. Il est plié de rire. Et donc, grâce à ça, j'ai pu comprendre petit à petit ce qu'étaient les bourgeois. Maintenant, je sais. Maintenant, tu le sais. Maintenant, c'est bon. En España decimos rojos desteñidos. Et donc voilà, moi je grandis dans cet environnement-là et je me rends compte, moi, quand j'ai 7-8 ans comme ça à Souèche et que je suis avec mes petits camarades, ben, j'ai l'impression d'être comme eux, quoi, d'être un Français comme les autres, quoi. Après tout, mon père il est en France, etc. Je sais que mon grand-père, ma grand-mère viennent d'ailleurs, mais je ne comprends pas très bien cette histoire-là, je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants. Mais je ne me pose pas de questions, pour moi je suis français, mais il se trouve qu'à l'école de Souèche, on a un couple d'instituteurs qui fait des classes uniques, comme il n'y avait pas assez d'élèves. On avait madame qui faisait le CP, CE1 et monsieur qui faisait CE2, CM1, CM2. Et c'était un couple de pieds noirs qui était un peu à l'ancienne, quoi. Lui était encore, c'était dans les années 80. Je ne sais pas quel âge vous me donnez, mais voilà, c'était dans les années 80. Et donc il avait encore la blouse bleue et il aimait beaucoup mettre des coups de reine, des mains, etc. Et assez rapidement, et je ne comprends pas trop pourquoi, il me prend en grippe alors que j'étais plutôt bon élève. Et pendant 3 ans, en fait, mon nom c'est Jiménez avec un J, donc il m'apprend à écrire mon nom de famille en disant il faut l'écrire avec un G comme un gitan.
Je ne comprends pas la blague qu'elle est quand même d'ailleurs. Mais par contre, ce que je comprends assez vite, c'est que, vu que tous les camarades dans la cour de récré m'appellent le gitan, c'est qu'a priori j'ai des origines qui ne sont pas tout à fait comme eux. Et donc je commence à me poser des questions par rapport à tout ça, et à questionner un peu mon père sur les origines de la famille. Et c'est là que je comprends en fait que mon grand-père a vécu une guerre. Alors j'avais prévu de vous faire quelques chansons, mais j'ai peur que je parle trop et que je vais déborder, donc je vais les garder pour la fin, comme ça. Bon, il y a quand même une chanson qui tournait en même temps que Santa Barbara, qu'on chantait régulièrement à la maison, que je vais vous chanter maintenant, parce que celle-là, elle a un message très clair qui m'a permis de comprendre assez rapidement en fait de quoi on parlait. C'est une chanson qui a été écrite après la guerre, par Chicho Sánchez Ferrosio. Une chanson qui s'appelle Que la tortilla se vuelva. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro estudiantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro estudiantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Vive en un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Vive en un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que todita la semana le robo para el pobre obrero. Para pesar el dinero que todita la semana le robo para el pobre obrero. Cuando quiera tú del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando quiera tú del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se mueva, que los pobres coman varios ricos de la tierra. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman varios ricos de la tierra. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman varios ricos de la tierra. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman varios ricos de la tierra. Voilà, tout ça, ça me fait comprendre que j'ai des origines différentes. Et puis, de toute façon, c'est des choses que je commence à repérer. Je vois bien qu'à la maison des Bouissières, la famille maternelle, et la maison des Jiménez, il n'y a pas tout à fait les mêmes odeurs qu'en cuisine, il n'y a pas tout à fait la même ambiance à table. Il y a plein de choses qui changent. Et j'essaie comme ça, en fait, avant de poser directement les questions à mon grand-père, parce que je suis tout petit, de repérer par moi-même comme ça les choses qui peuvent donner des indices, quoi. Il y a notamment dans le garage où on joue, dans la maison de mes grands-parents, il y a une photo en cadre avec un homme en uniforme qui a un regard fier et tout. Et avec mes cousins, quand on voit ce portrait, parce qu'on joue souvent dans le garage-là, on s'invente tout un tas d'histoires. On sait que le grand-père a fait la guerre, donc on s'imagine que c'est quelqu'un de la famille, qui lui aussi a fait la guerre, etc. Puis en fait, quand on pose la question à mon grand-père, il me dit non, non, c'est pas quelqu'un de la famille, c'est Yuri Gagarin. Donc voilà, il y a cette ambiance-là, voilà, qui fait que je m'intéresse de plus en plus à cette histoire et que je finis par poser des questions à mon grand-père et puis à la famille. Et c'est là que je comprends son parcours, comment à 18 ans quoi, il part de son petit village de la Campana dès le 19 juillet, quoi, parce qu'il sait très bien que Séville est tombée et dans quelles conditions Séville est tombée. Et comment il va partir comme ça, tout abandonné, enfin le peu qu'il avait, hein, il était Juan Manuel, donc il n'avait pas grand-chose. En tout cas, une famille, une mère, son père était mort quand il était très jeune. Et donc voilà, il m'explique un peu, assez sommairement, quoi, sa guerre d'Espagne, sa vision de la guerre d'Espagne. Et cette histoire-là, moi j'en garde des bouts, j'en garde des choses, et ça commence à nourrir un peu ma réflexion politique.
assez rapidement, moi je commence donc à lire mes premiers bouquins sur la guerre d'Espagne, à essayer de la comprendre un peu mieux et par un autre biais que ce que raconte le grand-père. Et puis petit à petit, comme ça, je vais y mettre un doigt, je vais me retrouver avec un demi-bras. Et puis là, ça y est, ça fait une vingtaine d'années que je suis en plein dedans tout le temps. Et donc, excusez-moi, hein, je n'ai pas fait comme les autres intervenants qui sont très pros, qui ont écrit hyper détaillé. Moi, j'ai mis des grandes idées comme ça et j'essaie de faire en sorte que vous vous ennuyez pas quand je raconte. Donc, c'est un peu décousu parfois. Mais... Bon, j'espère. Ça, c'est parce qu'il y a de la musique. Et donc, voilà, moi, ces questionnements-là, politiques, etc., ils vont mûrir. Et quand je vais me renseigner sur l'histoire de la guerre d'Espagne, je vais légèrement faire un petit crochet par rapport à la tradition familiale. C'est vrai que mon grand-père était communiste, hein, dès 10 ans, je crois, il vendait le Mundo Obrero, etc. Mais moi, quand je me penche sur l'histoire de la guerre d'Espagne, je découvre tout un pan de l'histoire que je méconnaissais. C'était l'histoire de la révolution sociale, etc., dont on ne m'avait pas parlé à la maison. Et c'est quelque chose qui va me passionner, qui va vraiment résonner par rapport aux questions que je me posais à l'époque. En parallèle à tout ça, moi, je fais de la musique déjà depuis pas mal de temps. Mais c'est deux choses qui sont assez séparées, c'est-à-dire que même si je fais de la musique, toutes ces thématiques-là, politiques, etc., ne sont pas forcément très prégnantes dans la musique que je fais. Et en 2002, il va se passer un événement particulier, des élections, qui vont résonner particulièrement avec cette histoire. Hein. Je me rappelle, je ne me rappelle pas d'ailleurs, vous vous souvenez très bien, hein, Le Pen au second tour. Ça a fait poser pas mal de questions et ça m'a fait me dire que peut-être il fallait que dans ma musique et dans ma pratique artistique, il fallait que ce côté politique aussi, j'avais besoin d'en parler, en fait, j'avais besoin d'en faire quelque chose. Dans un premier temps, j'ai commencé, c'est sûrement l'influence de Brassens et de Brel, à écrire en français. Et donc à créer un groupe qui s'appelait Air de Rien et à commencer comme ça à faire mes premières armes sur les scènes, à sortir plusieurs albums et à me rendre compte en fait que effectivement la musique, ça reste un bon biais pour partager des idées politiques. Et puis en parallèle à tout ça, je vois que mon grand-père vieillit, je vois qu'il s'approche malheureusement de moments que voilà, je sais très bien qu'il va disparaître, et donc je décide de lui demander, de revenir vers lui cette fois, et de lui demander plus précisément de me raconter son histoire pour l'enregistrer. Et en arrivant cette fois avec des questions bien précises. Parce que jusque-là, quand mon grand-père a raconté des histoires de la guerre d'Espagne à ses enfants ou à ses petits-enfants, c'était quasiment que des blagues, quoi. Il n'était jamais rentré dans des choses très dures, difficiles. C'était l'histoire que je t'ai racontée sur Angeles, par exemple. Je vous la raconte en 2 mots. Hein. Il y a une histoire que toute la famille a entendue, par exemple. On ne sait même pas au final si elle est vraiment vraie ou pas. Hein. Mais mon grand-père donc, est passé par le camp d'Argelès. Il y a une histoire qu'on a entendue tous 150 fois. C'était qu'à ce camp d'Argelès, au moment de Noël, les autorités françaises décident d'organiser un tour de chant avec une chanteuse française qui vient pour faire un spectacle aux réfugiés emprisonnés. Le spectacle passe et ils ne sont pas spécialement passionnés par ce qui se passe. Quoi. Déjà, ils ont du mal à comprendre la langue de la chanteuse, mais en plus, ce n'est pas trop leur univers. Par contre, une fois qu'elle a terminé, tous insistent pour qu'un de leurs camarades qui chante flamenco monte sur scène pour faire un petit tour de chant. Quoi. Et là, ils acceptent, donc le camarade monte sur scène, il commence à chanter, et là, c'est atroce. Le mec chante faux, c'est pas du tout en place. Et pourtant, dès qu'il a fini la chanson, tous les Espagnols sont là, ils sont déchaînés. Donc le mec se sent en confiance, quoi, il en chante une deuxième, mais c'est toujours aussi mauvais en fait. Il chante toujours aussi mal, c'est toujours aussi faux. Et à la fin de la chanson, ils sont tous là, et au moment où il entame la troisième, les autorités françaises vont voir les Espagnols en disant, mais vous voulez qu'ils chantent comme ça jusqu'à quand? Ils répondent, mais jusqu'à ce qu'ils sachent. Donc je ne sais pas si cette histoire... C'est des histoires comme ça qui nous ont accompagnés, qui étaient quasiment un peu des blagues. Quoi. Et là, quand je lui pose des questions, c'est aussi le moment où je deviens papa, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça me travaille. Je commence à lui poser des questions beaucoup plus précises et à rentrer dans des récits beaucoup plus compliqués. Quand il parle du front de Jarama, quand il parle du cas d'Argelès, etc., c'est des moments où même si on est 70 ans après, il ne peut pas s'empêcher de fondre en larmes, et c'est trop dur pour lui de continuer. Et ces enregistrements-là, je les garde dans un coin en ne sachant pas trop ce que je vais en faire, mais en tout cas en me disant qu'il fallait garder une trace de cette histoire-là. Et quand mon grand-père décède, vu que je fais de la musique et que j'ai ces enregistrements-là de côté, je me dis, mais peut-être que le meilleur moyen de lui rendre hommage, en tout cas à ma mesure à moi, c'est de sortir un disque.
Et en fait, je décide de mélanger ces enregistrements d'interviews de mon grand-père où il raconte un peu son périple, quoi, à des reprises de chants de la guerre d'Espagne, la plupart qu'on chantait en famille, hein, comme les deux que je vous ai chantés là, mais aussi d'autres chansons qui sont plus connues, que vous connaissez comme La Zolavicale, etc., etc., et de revisiter ce répertoire-là. Au départ, moi je pense vraiment que c'est un travail très limité, quoi, que ça va s'arrêter au fait de sortir ce disque, qu'une fois que ce disque sera sorti, j'aurai en quelque sorte rendu hommage à mon grand-père et que les choses s'arrêteront là. Mais en fait, voilà, je m'aperçois que j'ai mis le doigt dans un engrenage et que ce projet que je pensais très intime, en fait, résonne chez tout un tas de gens en France, en Espagne, et pas que des gens qui sont directement liés à cette histoire-là. Et je commence du coup à me dire que peut-être il faut aller un peu plus loin que simplement faire ce disque-là. Et donc il y a une salle de table qui s'appelle La Geste à ce moment-là qui me propose une résidence d'artiste pendant une semaine pour créer le spectacle sur scène avec des musiciens et faire un spectacle qui soit prêt à tourner, quoi. Et dans la perspective de cette résidence, je fais appel à deux auteurs que j'ai lus et que je connais bien. L'un d'eux s'appelle Progresso Marine, un auteur toulousain qui était de sensibilité libertaire, et pour faire le pendant un peu, je contacte un autre auteur qui s'appelle Jean Ortiz. Jean Ortiz, moi j'avais déjà entendu parler de lui, parce qu'il se trouve qu'une de mes tantes, et là voilà, l'intime et le politique vont encore se rejoindre, c'était un amour de jeunesse d'une de mes tantes en fait. Donc ils avaient eu un amour un peu contrarié, les événements ont fait que ça n'avait pas pu se faire, mais j'avais beaucoup entendu parler de Jean Ortiz. Cette tante elle nous bassinait même. Et moi à cette époque-là, j'ai juste lu des livres de Jean, mais je ne le connais pas. Et je lui demande de venir donc au moment où on fait cette résidence d'artiste, et c'est là que je le rencontre. Et la première rencontre n'a pas été forcément facile. Déjà, il n'aimait pas trop le fait que Progresso, qui portait vraiment l'histoire du mouvement libertaire, puisse intervenir en même temps que lui. Il avait une ouverture d'esprit pas encore, n'était pas encore ce qu'elle est devenue. Et on était dans un rapport un peu spécial, puisqu'il savait très bien quelles étaient ma sensibilité politique, quoi. Et qui, même s'il connaissait ma tante et connaissait mon grand-père, l'histoire de mon grand-père, je pense que c'est un peu ce qui a permis de passer outre. On a réussi à se connecter, et à partir de là, ça a été avec ces deux auteurs, et Progresso et Jean, une histoire complètement liée. Les deux sont venus avec nous en tournée. On les a trimballés en camion, entassés avec du matériel, à dormir dans des chambres d'hôtel inconfortables. Et voilà, ils ont accepté de jouer le jeu, et ça nous a permis à nous à la fois de nourrir notre spectacle de ce qu'ils ont réussi à nous amener en termes de fond, quoi. Et puis aussi de proposer à des gens qui venaient voir un concert d'assister à la projection d'un documentaire ou d'assister à un débat, et d'arriver à amener un peu plus que les chansons, à amener un fond politique à tout ça. Jean, moi, ça a été quelqu'un de déterminant dans ma vie, au même titre que Progresso. Moi, c'est quelqu'un qui m'a déjà beaucoup appris, mais qui m'a touché profondément parce qu'il était complètement imprévisible. Genre, lui, l'intime, le politique, tout ça, c'était une espèce de mescla. Hein. C'était quelqu'un qui faisait feu de tout bois, qu'on soit dans un meeting politique, qu'on soit à la cafétéria de Auchan, ou qu'on soit... Ben voilà, il y avait toujours un moment où il fallait qu'il interpelle les gens sur la politique, quoi. Et c'est quelque chose qui était... moi, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup plu. Il m'a aussi permis, moi, Jean, de comprendre en fait quel était le lien avec cette histoire qui au départ était l'histoire familiale, hein, qui est une période qu'on n'a pas connue, en quoi il y avait aussi des choses à en tirer pour aujourd'hui, quoi. Et effectivement, je pense que c'est très important que cette histoire-là, nous qui n'avons pas vécu ces événements-là, si on doit s'en saisir, c'est aussi pour analyser, mais agir sur le monde d'aujourd'hui. L'histoire ne sert doit servir à éclairer le futur. Voilà, tout ça, c'est les gens qui m'a permis de comprendre. Et donc, je vais vous faire une chanson, parce que je pense que je joue moins maladroit quand je joue que quand je chante, que quand je parle. Elle est sèche. Je vais essayer de vous faire une chanson, c'est pas une chanson qui vient de la guerre d'Espagne. Mais moi, c'est une chanson qui me fait directement penser à Jean, à Progresso. C'est une chanson d'Atahualpa Yupanqui. Ouais.
une chanson qui s'appelle Los Hermanos. Tengo tantos hermanos que no lo puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual. Con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esta fuerza para buscarlo con tesón y voluntad cuando parece más cerca. Es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar. En las coplas que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, a que nadie queda atrás. Yo tengo tantos hermanos que no lo puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Et voilà, j'ai oublié un truc. Je vais revenir un tout, ça n'a rien. Je suis désolé, c'est ça de ne pas écrire complètement son intervention. En fait, entre ce moment, ce passage, c'est juste pour vous dire une citation. Désolé, c'est vraiment pour faire le malin. Ce moment où je commence à faire mes premières armes en tant que musicien sur scène, avec ce groupe de chansons françaises, avant Marco Moulin, c'est aussi un moment où moi, comme je ne sais pas, hein, la musique, c'est pas forcément un milieu très sûr, même assez précaire. Moi, je me suis formé en fait pour être travailleur social, j'étais éducateur spécialisé. Et dans cette formation d'éducateur spécialisé, je me suis beaucoup intéressé, puisque quand on est éducateur, on a une forme de pouvoir hein, sur les gens qu'on éduque, entre guillemets, à la question du pouvoir. Et je suis tombé comme ça sur un auteur, un psychologue, un psychanalyste, qui s'appelait François Tosquelles. Ouais, ça vous parle? Ouais. Et il avait une citation, je trouve, qu'elle tombe à point nommé par rapport à ce dont on est en train de parler. Lui, il disait il faut marcher sur deux pattes, Freud et Marx. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a guidé dans ma pratique d'éducateur, mais aussi plus tard, hein, dans ma vie d'homme et dans mes conditions politiques. Quoi. Il en avait aussi une autre hein, qui ne rentre pas dans le débat, mais je l'aime bien, donc je vais la caser. Il disait un piédestal, c'est un vrai casse-gueule. Donc voilà,
toutes ces influences-là, etc. Moi, il y a quelque chose qui s'est passé aussi, excusez-moi, hein, c'est un peu décousu tout ça, mais vous me pardonnerez. Moi, il y a quelque chose qui me bouleverse en fait par rapport à cette histoire que Jean défendait, que le progrès se défend, que moi j'essaie aussi de porter. C'est qu'on a rencontré énormément de gens parce que tous, avec nos documentaires, nos concerts, etc., on a été amenés à pas mal bouger, à pas mal voyager. Et c'est qu'il y a plein de gens qu'on rencontre, qu'on ne connaît pas, mais qui savent qu'on a cette histoire en commun. Et le fait de savoir qu'il y a cette histoire politique, ces valeurs politiques en commun, tout de suite, les gens, rapidement, vont livrer quelque chose de leur intimité. Moi, c'est fou le nombre de gens, après les concerts, qui m'ont raconté leur vie, quoi, alors que je les avais jamais connus, quoi. Et comme si, effectivement, le fait d'être d'accord sur ces valeurs politiques, en fait, et sur, en tout cas, des valeurs politiques de base, permettait, finalement, de dévoiler un peu plus de son intimité. Bon. Super, merci beaucoup. Attends. Tu nous fais une conclusion en 5 minutes? Exactement, c'est ce que j'allais faire. Génial, merci Thomas. On ne peut pas terminer, enfin moi en tout cas, Jean, ne laissez pas terminer quelque chose, n'importe quel. Quoi que j'ai pu faire avec lui, parce que de toute façon, quoi qu'il me propose, à chaque fois je disais oui. Mais on ne pouvait pas finir une journée comme ça sans chanter Ay Carmen. Vous connaissez Ay Carmen? Claro, je sais. Comment non? Alors, on va la chanter ensemble, mais il y a un rôle qui vous appartient. Et là, attention, la pression est sur vous. C'est le rumba la rumba la rumba bam. On va essayer comme ça, on fait un test. Je vous dis. Ouais, c'est pas mal pour un après-digestion, quoi. Pour des socialistes, sinon. Je suis sûr qu'on peut faire mieux, plus de conviction. El ejército lelero, el ejército lelero. Una noche Dios pasó, ay Carmela. Una noche Dios pasó, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, y a las tropas invasoras, buena paliza les dio, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela. El furor de los traidores, el furor de los traidores, no les carga su aviación, ay Carmela. No les carga su aviación, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, pero nada pueden bombas. Donde sobra corazón, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela. Contra tanques muy rabiosos, contra tanques muy rabiosos. Prometemos combatir, ay Carmela. Prometemos combatir, ay Carmela. Pero igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela. Je pense que Jean aurait dit parfait. On aurait bien trouvé quelque chose à reprocher quand même après, mais on aurait pas dit. Et donc non, voilà, enfin, merci beaucoup. C'est exactement, voilà, tout à fait dans la lignée de la réflexion que nous souhaitions porter, que je souhaitais porter autour d'un intime et du politique, avec une vision qui aurait ressemblé à Jean, c'est-à-dire dans plusieurs dimensions différentes,
à la fois érudite, à la fois universitaire et à la fois festive, à la fois partageuse, populaire, solidaire, commune. Voilà, donc je trouve que ce que tu nous as dit s'inscrit parfaitement dans la continuité de ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, depuis ce matin. Voilà, il y a plein de choses que je n'ai pas racontées. La prochaine fois, On fera un truc, pas à la fac, on fera un autre truc un jour et puis tu vois. Pour la prochaine. Bon, alors, L'intimité. si